messieurs, merci d'être venus prendre part à cette cérémonie de lancement du livre « Utilisation de données probantes dans les politiques et dans la pratique, leçons d'Afrique », un ouvrage collectif qui a été rédigé sous la direction de Dr Ian Goldman et de Maïn Tabari. Nous donnons d'abord la parole à Monsieur le directeur de l'Harmattan pour un mot de bienvenue. Merci Monsieur le président de séance, professeur Abdoulaye Diagne, directeur exécutif du CRES. Monsieur le directeur exécutif du CRES, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Goldman, certainement qui nous suit depuis South Africa, Mesdames, Messieurs, honorables invités, en vos titres, grades et qualités. Je voudrais, en mon nom, en tant que directeur de l'Harmattan Sénégal, au nom de mes équipes, avec qui nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler avec l'équipe du CRES, dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage, vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans cet espace de l'Harmattan Sénégal que nous voulons dédier à tout ce qui touche à la promotion de la culture, à la promotion du livre, mais aussi à la lecture. C'est pourquoi je me réjouis de voir en face de moi des étudiants, certainement aussi certains qui sont en train de nous suivre, et vous dire merci d'avoir pris de votre temps cet après-midi de semaine pour vous joindre à nous à l'occasion du lancement de cet ouvrage. Un livre que le consortium pour la recherche est en fait que le CRES, je ne maîtrise pas du tout trop le sigle, qui a bien voulu nous faire confiance pour l'édition de cet ouvrage. Un livre dont l'intérêt vous sera certainement mieux expliqué par le directeur du volume, parce que moi, en tant qu'éditeur, tout ce que je pourrais dire du livre ne serait considéré comme de la vaine publicité. Pour la bonne et simple raison qu'en tant qu'éditeur, nous sommes la première partie prenante de cet ouvrage. Et dire quand même un grand merci à Monsieur le directeur du CRES et à toute son équipe. D'abord pour la confiance, mais aussi et surtout dire merci à l'équipe à qui, Monsieur le directeur, vous avez confié la tâche de diriger la publication de ce travail. Je voudrais devant vous et devant tous vos collègues vous dire qu'il et surtout elle a bien fait le boulot que vous lui avez confié. Je voudrais quand même que l'on applaudisse Yaye Diama Ndiaye qui a coordonné tous les travaux de cette publication. Yaye Diama, merci d'être rigoureuse, merci d'être attentive. Je n'ai pas, en fait, à chaque fois qu'on l'a sollicitée, elle a toujours été présente. Pas plus tard qu'hier, je pense que c'est après 22 heures que j'ai osé l'appeler, mais elle a répondu et c'est tout le temps avec le sourire qu'elle répond à nos nombreuses sollicitations. Dire merci au directeur du CRES, pourquoi? Parce que c'est une confiance quand même qui nous a été accordée. Et ce livre est, et j'ose espérer qu'il sera surtout le début d'une longue collaboration que nous avons beaucoup voulu. Bien avant celui-là, nous avions également travaillé auparavant pour la sortie des 3 volumes du livre sur le sport, dirigé en son temps par le professeur Abdoulaye Sakho. Des livres également qui étaient parus à un moment où on n'avait absolument pas du tout de documents sur le droit du sport. Et continuer à réitérer quand même la disponibilité de l'Harmattan Sénégal, Monsieur le directeur, Monsieur le directeur exécutif,
pour continuer à faire en sorte que les travaux que le consortium est en train de mener, que l'Harmattan Sénégal puisse participer à les rendre disponibles. Pourquoi? Parce que en tant qu'universitaire, nous savons tous que un travail scientifique n'a d'importance que s'il est disponible pour pouvoir être discuté par les autres collègues sur le plan international. Et ce que l'Harmattan Sénégal garantit, c'est qu'au moment où nous parlons, le livre que nous présentons aujourd'hui est déjà disponible partout où la connexion Internet est disponible. Où que nous soyons aujourd'hui dans le monde, il est possible de commander le livre ou bien de le télécharger gratuitement avec les sites partenaires du CRES. C'est aussi ça l'avantage de l'Harmattan Sénégal. C'est un livre également qui, si vous vous promenez certainement dans une des universités américaines où il y a un programme d'études africaines, nous avons un partenariat avec toutes les universités américaines où le livre, quand il paraît, il sera commandé au moins 1 ou 2 exemplaires pour que les étudiants qui travaillent sur les questions africaines aux États-Unis puissent lire le document. Je donnais juste l'exemple des États-Unis. On a le même partenariat avec la plupart des universités francophones ou bien les universités francophones et canadiennes. L'Harmattan Sénégal, mesdames et messieurs, c'est cette structure qui est là, dont le seul objectif est de faire en sorte que le livre revienne dans le quotidien des Sénégalais. C'est une tâche très difficile parce que le Sénégalais, en tout cas, n'est plus connu pour être un grand lecteur, mais on va continuer la bataille et on va essayer de ramener tout le monde à la lecture, professeur. Je voudrais terminer ce propos en m'adressant aux étudiants qui sont dans cette salle pour leur dire que le livre est vraiment cet outil qui va vous permettre d'avoir toujours le plus. À diplôme égal, le recruteur prend toujours le diplômé qui a une plus grande culture. Et on acquiert cette culture, pas uniquement dans les amphithéâtres, mais surtout dans les livres. Ça veut dire que lisez et lisez tout ce qui vous passe entre les mains. Je suis un enseignant au département d'histoire et je sais de quoi je parle. On ne peut pas faire des études supérieures si on ne lit pas. Dans ce cas, lisez, lisez, lisez dans vos domaines de spécialité, mais également lisez tout ce qui vous tombe entre les mains. Et vous verrez la différence au moment où vous aurez terminé les études. Monsieur le professeur, mesdames, messieurs, je voudrais m'en arrêter là pour ne pas être long et puis dire encore une fois merci à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'Harmattan, pour ces mots de bienvenue et aussi les conseils précieux que vous avez donnés aux étudiants. Mais je pense que c'est des conseils aussi qui sont bons pour tout le monde. Il aurait pu ajouter que ça nous rend plus optimistes, ça nous permet d'avoir une vie intérieure plus riche, ça nous ouvre au monde et à beaucoup de choses qui sont bonnes, agréables pour l'esprit. Merci beaucoup. Je voudrais juste avant de passer la parole au professeur Ian Goldman, remercier tous ceux qui ont bien voulu venir prendre part à cette rencontre. Remercier bien sûr le directeur de l'Harmattan qui a bien voulu nous accueillir. Remercier aussi le directeur de Clear Afrique qui a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie. Et remercier donc tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Nous avons peut-être pas encore beaucoup l'habitude de travailler avec l'Harmattan, mais j'espère que en plus de ce qui a été déjà fait, en plus de cet ouvrage, qu'à l'avenir nous aurons d'autres projets
de partenariat, surtout sur les questions que nous avons abordées dans cet ouvrage-là. Je ne vais pas trop insister sur le contenu de l'ouvrage parce que professeur Ian Goldman est mieux placé que moi pour le faire. Je voudrais juste insister sur le fait que cet ouvrage est le fruit d'une collaboration, d'un partenariat entre des chercheurs, entre des décideurs, des membres actifs de la société civile. Et c'est aussi un ouvrage qui réunit une somme d'expérience sur la façon d'utiliser les connaissances dans la conception, dans la mise en œuvre, dans l'évaluation de programmes axés sur le développement ou bien sur toute question d'importance pour le développement économique et social de nos pays. Je crois que c'est un ouvrage assez riche. Vous avez des expériences qui viennent de nombreux pays, des expériences tirées de secteurs de développement économique et social très variés. Et je crois que cette approche des questions de développement mérite d'être mieux connue, mérite d'être vulgarisée. Et je crois que cet ouvrage contribue à cet effort de vulgarisation. Je voudrais profiter aussi de cette prise de parole pour, disons, pour exprimer une pensée pour son honorable Kwakanou, qui est auteur d'un des chapitres, co-auteur d'un des chapitres de cet ouvrage et qui est décédé récemment. Il fut secrétaire général au ministère de l'Agriculture du Bénin et donc co-auteur de chapitre 9 qui a porté sur le Bénin. On peut, je pense, dire que ces réflexions sur les questions agricoles qu'il nous a livrées dans cet ouvrage sont une contribution ultime de sa part au développement de son pays, le Bénin, et aussi au développement de l'Afrique. Je voudrais formuler le vœu que de rencontres de ce type se multiplient. Je pense que cela implique un partenariat très fort entre le monde des chercheurs et le monde de l'édition. Et je crois que l'Harmattan Sénégal joue un rôle pionnier dans ce domaine. Et nous espérons que sous peu, nous nous retrouverons ici pour parler d'autres ouvrages, d'autres questions économiques et sociales. Merci à tous d'être venus. Si vous le permettez, je voulais donner la parole à Monsieur le coordonnateur de CLIE francophone, Monsieur Agoudia. Monsieur le directeur de l'Harmattan, il me fait plaisir de voir que j'ai déjà vu dans d'autres événements de ce genre, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de se présenter. C'est un plaisir de vous rencontrer encore une fois. Mesdames et messieurs, chers invités, des partenaires du CLIE et aussi du CRES qui sont présents dans la salle, j'ai le plaisir de voir des représentants du Sénéval, de l'Association sénégalaise de l'évaluation, que je salue, monsieur le coordinateur régional de l'évaluation à l'UNICEF, monsieur Mikele, qui est dans la salle, et bien d'autres
représentants, chercheurs qui sont ici invités. Merci d'être là. C'est pour nous, au niveau du CLIER, un grand plaisir de voir apparaître cet ouvrage qui a été déjà publié en anglais et qui est aujourd'hui en train d'être lancé en français. Comme ça a été souligné tout à l'heure par le professeur, c'est un ouvrage qui porte sur 5 pays, parmi lesquels un pays francophone qui est le Bénin. Donc, c'est un ouvrage qui nous donne matière pour faire la promotion des expériences entre le monde francophone et le monde anglophone. Je pense que c'est une des caractéristiques de cet ouvrage qui mérite d'être saluée. Alors, nous nous réjouissons beaucoup de l'apparition de cet ouvrage parce que ça vient à point nommé quand on le situe dans le contexte actuel. Comme vous le saviez, le titre de l'ouvrage, c'est l'utilisation des données probantes dans les politiques et dans la pratique. Et cela amène au moins 2 contributions essentielles. D'abord, une contribution à la réflexion sur comment les politiques doivent ou peuvent être menées pour être plus efficaces, pour répondre aux besoins des populations. Quelles sont les solutions qui marchent et comment ces solutions-là peuvent être utilisées pour mieux planifier, développer les politiques. Nous avions accueilli ici à Dakar, au cours de la semaine passée, le Forum mondial de l'eau, qui avait planché sur la question cruciale de l'eau et de ses implications, de ses effets sur les différents objectifs de développement, avec des relations très fortes avec les questions d'éducation, les questions de conflit, sécurité, les questions environnementales, les questions agricoles. Et aujourd'hui, il apparaît fondamentalement que sans une connaissance profonde des données qui existent, mais aussi une cartographie des données qui n'existent pas, mais dont on a besoin pour prendre des décisions, on aura du mal à atteindre les objectifs de développement ou à répondre à ces enjeux de manière efficace. Donc cet ouvrage ouvre la réflexion sur cette question, sur la manière de comment faire les choses pour répondre mieux aux besoins des populations. Mais cet ouvrage a aussi, de par son contenu, une contribution substantielle qui est sur la réflexion de ce que nous voulons pour notre avenir, de ce que nous voulons de l'Afrique de demain. C'est vrai qu'il y a plusieurs agendas, Agenda 2063, il y a les ODD, mais au-delà de ça, les chercheurs aujourd'hui nous invitent à une réflexion beaucoup plus profonde sur les choix que nous faisons. Ce n'est pas pour rien que la semaine passée, on a eu aussi à Dakar les ateliers de la pensée qui ont été organisés par Felwine Sarr et Achille Mbembe et d'autres chercheurs qui ont amené cette réflexion-là sur l'utopie de l'avenir, la cosmologie du lien. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde globalisé, nous pouvons penser notre devenu commun et bâtir des sociétés plus durables qui non seulement améliorent les conditions de vie des populations, mais nous évitent de créer des situations d'inégalité, d'insécurité, de destruction de l'environnement. En quelques mots, un avenir qui est prometteur pour tous et qui préserve les intérêts des générations futures. Donc, il y a ce double niveau de réflexion qu'il faut aujourd'hui avoir, le comment des choses, la méthodologie qu'il faut mettre en place en matière de politique, mais aussi la réflexion sur ce qui doit être les politiques qu'on pourrait mettre en place. Et à travers cet ouvrage, nous sommes introduits à ces questions-là. Et l'ouvrage est très salué de notre côté au niveau du CLIER parce que l'ouvrage met l'accent sur l'endogénéisation de ces réflexions-là, étant donné que les cas qui sont présentés, on va le voir, sont des cas africains et les auteurs nous invitent réellement à réfléchir, à utiliser ces cas
pour éclairer la vision mondiale, donc éclairer les autres, mais aussi pour engager la discussion entre nous. Donc, au niveau du CLIER, nous sommes très heureux de l'apparition de cet ouvrage et nous saluons aussi les auteurs qui ont contribué à cet ouvrage. C'est des chercheurs du CLIER, mais c'est aussi des personnes à qui nous avions beaucoup d'admiration et de respect pour les valeurs qu'ils incarnent. Monsieur le professeur Ian Goldman est un Africain convaincu du développement de l'Afrique, qui travaille sur ces questions depuis plus de 20 ans maintenant, et qui est un des militants de premier rang, un chercheur sur les questions de l'évaluation et du potentiel de l'évaluation pour nourrir la réflexion autour des politiques de développement. De la même manière, Maïn Tabari, membre de CLIER, a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des ressources naturelles et le développement durable en tant qu'évaluatrice, gestionnaire et exécutante de programmes. De 2009 à 2017, elle était cadre supérieur du programme de l'Union internationale pour la conservation de la nature en Afrique australe et orientale. Et autour de l'ouvrage, on a 39 contributeurs venus des différents pays qui sont représentés et qui partagent leur expérience. Donc c'est l'Afrique en miniature, mais une Afrique riche qui est présentée à travers cet ouvrage que j'espère vous aurez le plaisir de lire. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est l'occasion peut-être de dire un mot sur le CLIER, sur ce que nous faisons. Le CLIER, c'est le Center for Learning on Evaluation and Results, qui est un centre de renforcement des capacités mis en place par la Banque mondiale dans des universités africaines. Et le Centre pour l'Afrique francophone est basé ici à Dakar, au CESAC. Alors notre intervention s'appuie sur une conviction, la conviction qu'on a besoin aujourd'hui de l'évaluation pour mener des politiques efficaces. Et pour ça, le CLIER travaille sur le renforcement des systèmes nationaux d'évaluation, donc l'accompagnement au ministère pour les doter des capacités à commanditer et à faire des évaluations. Nous travaillons aussi sur la conduite même des activités d'évaluation. Nous faisons des formations pour renforcer les capacités des acteurs en matière d'évaluation, donc des individus à faire des évaluations, à commanditer des évaluations et à utiliser des résultats d'évaluation. Et nous travaillons dans la génération des produits de connaissances, donc la publication en matière d'évaluation et dans l'utilisation de ces évaluations à travers les différents événements que nous organisons pour promouvoir l'échange entre les chercheurs et les évaluateurs. Donc, c'est pour dire que cet ouvrage est bien aligné sur notre mission et c'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que nous allons contribuer à sa vulgarisation et que nous allons soutenir toutes les actions qui vont dans le sens de la promotion de l'évaluation. C'est l'occasion d'espérer, comme ça a été mentionné tout à l'heure, un partenariat fructueux entre le CLIER et le CRES et pourquoi pas l'Harmattan pour continuer à faire la promotion de l'évaluation et des produits de connaissances en matière d'évaluation pour des politiques publiques efficaces. Voilà ce que je voudrais dire en introduction. Merci à vous tous qui êtes venus nombreux à cette cérémonie. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup, M. Agonia. Je pense que il est temps maintenant de donner la parole à M. Ian Goldman, qui va intervenir depuis l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il est prêt?
Premièrement, est-ce que c'est possible pour Candice de faire un bienvenue du part de Clear Anglophone Africa? Ah oui, 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 je ne l'avais pas vu à l'écran, je ne savais pas qu'elle était en ligne. Okay. Docteur Morgan, vous avez la parole. Candice, over to you. Thank you. Thank you so much. Good afternoon, good evening, esteemed partners, esteemed guests. I recognize the director of CRES and the senior leadership of CRES, the director of Clear Francophone Africa and the senior leadership. And I do also recognize that the Senegalese VOPI is here. I recognize the senior leadership of current development partners who are also present. I am told that UNICEF is also present. I apologize for not recognizing other partners by name, but I observe all protocol to recognize esteemed guests and partners present. As Clear Anglophone Africa, we are thrilled and humbled to be part of this partnership with CRES, as well as Clear Francophone Africa, in the translation of this book, Using Evidence in Policy and Practice to French. We are of the opinion that CRES is such an important leader and partner in West Africa in both the production of evidence, but also the utilization of evidence for policymaking. And this is clear from, for example, the chapter in the book, which is a great piece of action research and demonstrates how clearly how research has led to change in legislation on the taxation of tobacco. So there's much for us to learn from CRES on the production and, of course, importantly, the utilization of evidence. We are delighted, of course, to be collaborating with Clear Francophone Africa on ensuring that this book is widely available to practitioners, academics, scholars, evidence activists across the continent. And so it's really important to us that this work is crossing colonial boundaries and that Clear Francophone Africa, together with CRES and other partners, is leading us in this partnership, not only in this work, but also on other important projects, particularly between Clear Anglophone Africa and Clear Francophone Africa. So this particular project of the translation of the book, I think stands as a symbol of our commitment to ensuring that we cross these boundaries, the language boundaries, the colonial boundaries, and we actually deal and address with the fact that we need to ensure that evidence is widely available, that we have advocacy projects that work towards the improving and the strengthening of evaluation systems and evidence systems across the continent. And we try to do this in a more Pan-African way than being limited by our language boundaries. So it's a firm signaling from our side, in particular, that we will continue to work hard to ensure that the voices of Africa, all our voices, not divided by these language and other boundaries, are actually heard. And so we will work with one accord to harness our knowledge around what works, how it works, or how it doesn't work, for whom and under what circumstances, to help steer governments and other development partners in attaining the development impact that has really eluded much of our continent pre-COVID-19. But a lot of our development progress has actually been halted and has been starkly exacerbated over the last 2 years. So there's much for us to do in terms of supporting the process of accelerating the achievement of our development goals, and then also the goals of Agenda 2063 by working together in this evidence space to better inform policymaking and decision-making around programs. It's therefore been of critical importance to us that we now have this volume of African case studies in evidence use. And importantly, there's now an African developed theoretical base, which is the evidence use framework. And I think this is so important for us to begin to, demonstrate that we have the capacities, we have, all of the information, we have the human resources available if we can collaborate and use our strengths in order to produce this kind of intellectual work and contribute to the body of knowledge and offer this to the rest of the world to help steer us in the direction of the achievement of development results.
I do apologize that I don't speak French. And I think this is perhaps one of the first practical steps that we need to take in the process of collaboration. So I only will be joining you for the welcoming session. But I just wanted to reinforce how delighted we are to be part of this partnership. We sincerely hope that it will grow from here, that this is only one first step with partners in building a knowledge base, but also working on joint projects of continuing to contribute to the body of knowledge around evidence. And so we remain open to ideas and opportunities to continue to partner in the future. So I wish you a productive and engaging conversation, and thank you once again so much, and congratulations to all involved. Thank you. Bon, mais très bien, je suis très content d'être avec vous tous. Je veux premièrement remercier à CRES, surtout à Diama, à Boubacar Diaw et aussi à Emmanuel David Gnahoui, qui est un des auteurs des chapitres, mais qui ont tous travaillé beaucoup pour la production et les publications de ce livre, et aussi bien sûr à Harmattan pour son travail. Je suis très content de voir la publication finale. Je veux dire aussi que c'est très important de reconnaître Amine Pabari. Elle était ici pendant quelques minutes pour voir l'embauche de cet événement, mais elle ne comprend pas le français. Mais nous avons travaillé les deux sur le travail. Vous avez déjà mentionné quelques éléments de la recherche. Clear Anglophone Africa était le hôte de ce recherche. Ce que c'est important, ça devient du perspective des décideurs politiques, pas vraiment des chercheurs. Et ça, c'est très rare. Donc, c'est une contribution qu'on donne dans ce domaine. L'équipe de recherche africaine, les 5 pays, mais les 8 cas. Et ce que c'est intéressant, ça explore aussi l'utilisation de différents types de données probantes. Pas seulement les évaluations, mais aussi la recherche, la synthèse rapide. Et par exemple, la recherche-action qu'on voit en chapitre 12, qui a fait le CRES, qui était très intéressant. Et il y avait 39 co-auteurs. Les chapitres qui sont les cas commencent avec le département d'éducation en Afrique du Sud, un cas sur la violence en Afrique du Sud, une évaluation des marchés publics en Ouganda, les leçons d'un service de réponse rapide en Ouganda. C'est très intéressant ce cas. Une évaluation en agriculture au Bénin, un cas d'engagement des citoyens avec le Parlement au Kenya, et l'utilisation de la société civile qui gérait les données probantes qui venaient du gouvernement dans l'amélioration des services d'assainissement au Ghana. Et finalement, le cas de CRES sur la lutte anti-tabac en Afrique de l'Ouest. Et une contribution importante de ce livre, c'est ce cadre analytique et théorie de changement. Dans le livre, c'est en français, mais je n'ai pas la version en PowerPoint en français. Ça, c'est le cadre général et je veux passer par les éléments pour mieux expliquer. Le premier, c'est qu'on dit que le contexte, c'est très important. Le contexte externe, par exemple, de l'État, des relations entre l'État et les sociétés civiles, etc.,
et le contexte interne des organisations. Et de ça devient la possibilité d'une demande d'évidence des décideurs. Et nous travaillons avec cette demande, pas dans le cas des chercheurs qui vendent leurs recherches aux décideurs, mais dans les cas où il y avait une demande des décideurs. La prochaine phase, c'est la génération d'évidence, où peut-être c'est des évaluations, des prévues systématiques, la recherche, etc., les différents types d'évidence. C'est fréquent d'avoir des commentaires sur l'offre d'évidence en ce cas. Mais ce que le livre offre, c'est donnant un point de vue sur quelles sont les interventions qui favorisent l'utilisation, qui ont été utilisées dans les exemples, les cas. Par exemple, quels étaient le système d'assurer le renforcement des capacités de sensibilisation, accès d'informations, etc., qu'on utilisait. Et avec ces interventions, ça donne une réponse que nous appelons les mécanismes de changement. Et par exemple, le premier mécanisme, c'est sensibilisation. Le deuxième, c'est accord. Le troisième, c'est accès. Le quatrième, c'est interaction, confiance. Le prochain, c'est capacité. Et finalement, institutionnalisation et formalisation. Et les interventions qu'on utilise, par exemple le renforcement de capacité, ont une influence sur accord, sur interaction et confiance, par exemple. Et ce que nous voulons assurer avec ce travail, c'est que les chercheurs et les décideurs utilisent dans un sens très proactif qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils veulent que les décideurs ont conscience de certaines données probantes. Ils veulent qu'ils soient d'accord avec ces données probantes. Donc, quelles sont les actions qu'ils doivent faire pour assurer ces mécanismes? Avec ça, on espère que ça assure une motivation d'utiliser des données, une capacité d'utiliser des données et aussi les opportunités structuralisées dans les organismes pour l'utilisation des données probantes. Et avec ça, on voit qu'il y a un changement individuel ou des organismes pour l'utilisation des données probantes. Et si ça existe, il y a une possibilité que les données probantes seront utilisées avec un changement des systèmes. Et finalement, on espère que ça donne la possibilité d'un impact dans le développement. Mais ces phases ne sont pas linéaires. Il y a un feedback constant entre toutes les étapes. Et j'espère qu'avec ce travail, on sera plus conscient de comment on peut travailler avec ces idées pour provoquer la possibilité de beaucoup mieux exploitation des données probantes. J'ai des exemples ici. Quels sont les exemples des interventions qu'on peut faire pour chaque mécanisme? Par exemple, la sensibilisation au potentiel des données probantes. On peut faire de la formation des cadres supérieurs de la fonction publique. On peut faire, au Ghana, on a vu une formation de groupes de citoyens pour analyser et utiliser les données. Pour assurer l'accord, on a vu un processus de dialogue pour construire un accord et pour l'engagement. On a vu les comités de pilotage d'évaluation qui ont formalisé les partenariats, etc., etc. Donc, avec ces exemples, on peut renforcer les outils qu'on a pour assurer l'utilisation des données probantes. Donc,
qu'est-ce qu'on a vu? Quelles sont les leçons? On a vu que appliquer les interventions fondées sur l'utilisation des données probantes peuvent renforcer les capacités et la motivation. Mais la fourniture passive des données probantes, par exemple par les rapports ou même par les policy briefs, les rapports très courts, ne fonctionnent pas. Il faut un processus de facilitation active et d'échange de connaissances. Il faut établir des structures formelles pour gérer le processus, par exemple le comité de pilotage des évaluations, pour assurer que le partenariat fonctionne bien. Il faut renforcer les capacités des gestionnaires, des décideurs et des parties prenantes. Et il faut aussi regrouper et communiquer les données probantes dans une manière simple et efficace pour assurer que les messages sont bien compris. Et c'est important aussi d'avoir un système de données probantes. Par exemple, le système national d'évaluation. Parce que ça rend certains éléments des interventions, par exemple, que j'avais parlé, qui doivent être faits automatiquement. Ça fait partie du système et ça assure que la possibilité d'utilisation des données probantes, c'est beaucoup plus probable. Et finalement, quelques conclusions. Le cadre analytique était très utile pour être explicite sur les changements de comportement requis pour que les données probantes soient utilisées et pour comprendre ce qui conduit à ce changement. Ça devrait être utile aux décideurs politiques et aux praticiens qui cherchent à étendre l'utilisation de données probantes dans leur travail. Deuxièmement, les cas démontrent qu'il est possible d'utiliser des données probantes pour obtenir des politiques et des pratiques améliorées. Mais il n'est pas encore possible de conclure que cela se traduit par un impact sociétal et développemental amélioré à plus long terme. Les facteurs clés d'une utilisation réussie des données probantes pour améliorer l'évaluation des politiques comprennent la compréhension du contexte, l'implication continue des parties prenantes, la garantie d'une demande de données probantes et d'une offre appropriée, l'utilisation de mécanismes de changement, le renforcement des capacités et de la motivation, l'établissement d'une adhésion à des niveaux plus élevés et l'exploitation des opportunités au sein du processus politique. Pour ce faire efficacement, les rôles clés de la facilitation des processus et du courtage de connaissances doivent se voir accorder plus de poids. Au centre du gouvernement et dans les unités internes de recherche, de suivi et évaluation, et dans les ensembles de compétences et de descriptions de postes de personnes qui y sont employées. Cela est également vrai pour les chercheurs qui cherchent à influencer les politiques et les pratiques. Avec cela, j'espère que vous aimerez beaucoup le livre et cela amène beaucoup à des meilleures pratiques dans le domaine de la recherche, dans le domaine des politiques et pour le développement africain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Yann Goldman. Maintenant, ce que nous allons faire après cette présentation de l'ouvrage, demander à deux chercheurs qui ont participé à la rédaction de cet ouvrage de nous en lire quelques extraits pendant juste 5 minutes au maximum. Si vous le voulez bien, Emmanuel David Nyaoui et
Prêt? Merci beaucoup, monsieur le professeur Diagne. Le directeur de l'Harmattan a dit qu'il faut lire, donc je vais lire pour inciter les autres à lire. Alors, je vais choisir d'abord un paragraphe dans le chapitre que nous avons rédigé ensemble avec le professeur Abdoulaye Diagne, qui est le directeur exécutif du CRES, et Salifou Thiamtoré, qui travaille à la CEDEAO. Le chapitre s'intitule « Utilisation des données probantes dans la lutte anti-tabac en Afrique de l'Ouest ». J'ai choisi un paragraphe du contexte. Ceux qui sont de la société civile comprendront, ils sont nombreux dans la salle. La lutte anti-tabac est une priorité de santé publique mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le tabagisme tue plus de 5 millions de personnes par an dans le monde en 2015. Si rien n'est fait, d'ici 2030, le nombre de décès liés au tabac doublera chaque année et plus de 40% de ces décès se produiront dans les pays en développement. Des politiques de lutte anti-tabac énergiques entraînent une baisse de la consommation dans les pays développés. Cela conduit à une intensification de la commercialisation du tabac dans les pays pauvres, déplaçant le fardeau futur de la mortalité et de la morbidité liées au tabac vers les pays en développement. Sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, la communauté internationale a décidé d'agir par le biais de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, signée en 2003 et ratifiée par les 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Malgré leur engagement en faveur de la lutte anti-tabac, en 2010, ces 15 pays étaient encore loin d'un environnement législatif propice à cette lutte. Les lois nationales régissant le tabac étaient soit inexistantes, soit incomplètes, soit non appliquées. Les politiques fiscales étaient loin d'être suffisantes pour inverser la tendance à l'augmentation de la consommation de tabac ou pour contrôler le tabagisme, et ce, en raison de deux contraintes principales. Tout d'abord, le lobbying de l'industrie du tabac a réussi à contrer ou à contourner les lois ou réglementations adoptées par les États. Deuxièmement, les connaissances sur l'utilisation de la politique fiscale pour réduire le tabagisme étaient insuffisantes et les administrations fiscales n'ont entrepris que de timides réformes dans ce domaine. En outre, les pays ont ignoré les politiques de leurs voisins, même s'ils appartiennent à la CEDEAO et que certains font également partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Je m'en vais lire un autre paragraphe d'un autre chapitre. Cette fois-ci, j'ai choisi le chapitre 10, dont le titre est « Le Parlement et la participation publique au Kenya, le cas de la Wildlife Conservation des Management Act de 2013 », écrit par Maïn Padari et collègues. La législation officielle sur la faune au Kenya a commencé sous le régime colonial. Les premiers règlements sur la chasse remontant à 1898. Pendant la période coloniale, un certain nombre de zones protégées ont été créées sur des terres autrefois utilisées et habitées par des communautés. De nombreuses communautés, particulièrement des paysans, ont été dépossédées des zones de pâturage du bétail, des routes de migration saisonnière et peut-être le plus important, des points d'eau. Cela a provoqué un profond ressentiment et une ambivalence envers les zones protégées.
Ces systèmes ont été décrits comme une gestion étatique et descendant des zones protégées. Après l'indépendance en 1963, le Kenya a conservé un grand nombre de systèmes créés par le régime colonial. Le document post-colonial Statement on Future of Wildlife Policy in Kenya reste à ce jour le document politique fondamental pour la gestion de la faune et a été mis en vigueur par le Wildlife Conservation and Management. L'acte de 1973 permettait aux propriétaires des terres de gérer et tirer des profits de la chasse commerciale. Cependant, cette loi a été rapidement remise en cause par l'interdiction de la chasse en 1977, qui aurait été motivée par les groupes de défense des animaux et l'industrie du tourisme. Cette décision politique a été un obstacle central dans les diverses tentatives au fil des ans pour déléguer l'autorité sur la faune. Depuis lors, les débats ont été multiples avec des points de vue souvent très polarisés, issus d'idéologies de conservation très différentes. Une des principales critiques de la législation sur les ressources naturelles au Kenya porte sur l'exclusion des communautés locales, ce qui a eu un impact négatif sur la conservation des ressources environnementales au Kenya, y compris sa faune. Est-ce que mon temps est fini? Je peux rajouter autre chose? La lecture est agréable. Alors, je vais choisir tout un autre chapitre. L'introduction générale, écrite par Ian Goldman et Man Pavali. La réalité de plusieurs contextes de développement se caractérise par l'omniprésence des problèmes épineux émergents, allant des changements climatiques à la violence contre les femmes ou à la migration, pour lesquels les réponses simples ne fonctionnent pas. Les réponses sont obscures et des valeurs divergentes sont portées par différents groupes dans la société. Nous avons du réalisme dans nos attentes en matière d'utilisation de données probantes. Dans ce monde complexe où les décideurs politiques et les praticiens sont sujets à des pressions multiples, avec plusieurs parties prenantes et des décisions qui doivent souvent être prises rapidement. Dans une perspective rationnelle, idéaliste, de Kearney appelle la rationalité globale, les décideurs ont des priorités, recueillent et comprennent les informations pertinentes et prennent des décisions éclairées. Dans un modèle de rationalité limitée, les décideurs ont des objectifs vagues et des informations partielles, et la justification des choix qu'ils font n'est souvent pas claire. Merci. Je voudrais juste rajouter que, pour appuyer mon collègue enseignant, qu'il faut peut-être lire des histoires à nos enfants le soir. Ça nous permettra de nous habituer à lire, mais aussi à les initier à la lecture. Merci. Avant des commentaires de la part du public, des commentaires, des réflexions sur ce que vous avez entendu, sur aussi des points qui sont développés dans cet ouvrage. Pour ceux qui l'ont déjà lu, je rappelle que l'ouvrage est disponible en ligne et que donc l'accès est libre. Je ne sais pas si l'information a été portée au public avant, mais l'ouvrage est disponible. Je crois que le coût d'accès est quasiment nul. Okay. Est-ce qu'il y a des commentaires, des réflexions sur l'ouvrage, sur le thème, sur les questions qui ont été, qui sont abordées dans l'ouvrage? Oui, professeur, je suis Renoir, secrétaire régional de l'Association sénégalaise de variation.
je suis avec des membres de notre association, dont la responsable de la communication de Sénégal. Donc, je voulais d'abord vous présenter les excuses de notre président d'honneur, Yann Okoud, qui a facilité effectivement notre implication dans ce processus pour le lancement. Et c'est un plaisir d'être là. Et les excuses du président qui est indisponible et qui avait tenu à être présent avec vous. Et je pense que c'est quand même très important pour nous de participer à cette cérémonie. Nous saluons aussi le coordinateur de CLIE Afrique de l'Ouest, Afrique francophone de l'Ouest, qui est un partenaire avec qui nous sommes sur des chantiers pour lesquels nous pensons développer des aspects concernant justement la gestion des connaissances. Les données probantes, je y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais aussi remercier Yann Goldman, qui a été un acteur important lors de notre atelier que nous avons tenu au mois de juillet, le 13 et le 14 juillet. Il a eu le plaisir et l'honneur de nous accorder une communication d'une très grosse facture qui nous a permis effectivement de l'intégrer dans notre document. Nous ne manquerons pas de partager ces éléments avec le CRES pour voir un peu les passerelles que nous devons créer entre le CRES et Sénégal. Les données probantes, je n'en dirai pas beaucoup parce que je n'ai pas encore lu, mais je sais, en matière d'évaluation, c'est la qualité justement d'abord des données, qui est un élément essentiel dans la conception de l'évaluation. Et je pense que la prise en compte de ces données est une dimension importante dans le processus de l'évaluation. Je n'en dirai pas plus parce que peut-être ceux qui ont réfléchi de manière beaucoup plus pointue ont eu à faire une analyse beaucoup plus fine de la question. Je pense qu'après lecture, nous pourrons peut-être voir au niveau interne si nous pouvons faire une note ou une communication sur la question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur du CRES et monsieur le directeur de la librairie Harmattan, de nous avoir accueillis cet après-midi ici. Je suis le docteur Marba, le coordinateur du programme national de lutte contre le tabac du ministère de la Santé. Le CRES est un de nos partenaires dans la recherche. Depuis des années, nous avons eu à faire beaucoup d'activités scientifiques et de recherche, moi-même que je suis un chercheur. Je n'ai pas lu le livre proprement dit, mais bon, j'ai eu quand même quelques échos et je voulais juste peut-être apporter un petit témoignage de ce que nous avons eu à faire ensemble, c'est-à-dire de l'intérêt d'avoir des données probantes dans les politiques ou dans pour la modification des politiques de nos États. Je sais que nous avons eu à profiter du CRES dans sa recherche, notamment il y a 2 ou 3 années de cela. Nous avons eu à partager des résultats de l'impact le coût économique du tabac, par exemple, dans la prise en charge de maladies qui sont prises en charge dans les hôpitaux, le coût du tabac, le coût économique. Et cette étude a montré, aussi bien au Sénégal que dans l'ensemble des pays de la région CEDEAO, que le tabac coûte extrêmement cher aux États, mais n'apportait pas beaucoup. Au Sénégal, c'est pratiquement 98 milliards de francs CFA que le Sénégal dépense annuellement pour prendre en charge les maladies que le tabac crée au sein de notre population. Et ces données ont permis en réalité donc de façon très pratique d'augmenter la taxe, la politique. Donc l'État s'est accaparé de ces données, donc c'est ce qu'on appelle evidence-based medicine, des données scientifiquement prouvées. Et ces données ont permis à l'État donc d'augmenter la taxe sur les produits du tabac de 45 à 65%. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pratique et vérifiable. Nous avons eu aussi très récemment, il n'y a pas très longtemps, avec le CRES aussi, toujours dans les données probantes. C'est des témoignages que j'apporte. Nous avons eu aussi à partager avec le CRES la modélisation fiscale dans les pays de l'État de la CEDEAO et de l'UE, des États de la CEDEAO et de l'UEMOA. C'est-à-dire que nous avons vu avec le modèle de la taxation que le CRES a mis en place, un outil extrêmement performant qui permet tout simplement de voir les gains en termes de revenus
en termes de vies sauvées, en termes de bénéfices pour la population et aussi bien pour l'État, en augmentant simplement les taxes sur les produits du tabac, notamment ce qu'on appelle la taxe spécifique. Donc ça, c'est des données extrêmement scientifiquement bonnes, qui sont ce qu'on appelle des données probantes, qui permettent aux autorités, aux décideurs de changer de façon d'approcher pour rectifier aussi bien en termes de santé publique que aussi dans les politiques fiscales. Donc c'est quelques exemples que je voulais juste, c'était plus des témoignages que je voulais encore apporter pour montrer le travail, l'excellent travail que le CRES est en train de faire. En tout cas, nous en profitons pour les remercier aussi, pour les encourager. Parce qu'aujourd'hui, ce sont ces données-là qui permettent aux décideurs de se réajuster et aussi de prendre ce qu'on appelle, si je peux utiliser le terme, de bonnes décisions et donc pour le bien de tout le monde. Merci beaucoup à tous et bonne fin d'après-midi. Bonjour, je salue d'abord le professeur Diagne et tous les membres du CRES. Je dois dire que la cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie quand même qui nous interpelle, dans la mesure où que moi personnellement je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais dès l'instant que dans le livre il y a des chapitres qui parlent de tabac ou de tabagisme, je suis intéressé. Je dois dire que je félicite encore une fois le professeur Diagne et le CRES parce que, comme vous le savez, le Sénégal avait des difficultés de données. Et toutes les données aujourd'hui qui sont disponibles, en tout cas dans le cadre de la lutte contre le tabac, nous les devons au CRES. Ça veut donc dire que le CRES est un acteur important qui nous aide à avancer dans le sens des chiffres. Mais pour parler un peu de tabagisme, je dois dire que le tabac est un problème pas seulement pour le Sénégal ni pour l'Afrique, mais c'est un problème mondial. Et les pays qui en pâtissent, c'est souvent les pays pauvres qui n'ont pas de moyens, qui n'ont même pas les moyens de survivre, a fortiori maintenant d'avoir des moyens de soigner des maladies qui sont engendrées par un produit aussi dangereux que le tabac. Le tabac, comme vous le savez, comme nous le savons tous, fait 8 millions de morts dans le monde, sinon plus. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de produit ou de maladie qui cause autant de décès que le tabac. Si vous prenez ce que fait comme mort le paludisme, le sida, les accidents de la circulation, les suicides, les guerres, vous les mettez ensemble, dans une année, ce que le tabac tue tout seul dépasse tout ce nombre-là. Donc, 8 millions de morts, il n'y a aucune maladie dans le monde qui tue autant que ça. Même le Covid là, ou la Covid ne tue pas autant. Et pourtant, il y a eu beaucoup de tollés autour de la Covid, mais le tabac est un problème qui est devenu un fléau mondial pour lequel tout le monde doit s'engager, surtout les pays africains. Aujourd'hui, le problème que nous avons, ce sont nos États, ou en tout cas les responsables de nos pays, qui ne prennent pas en charge totalement cette question. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'industrie du tabac fait de l'interférence, ou en tout cas agit directement au niveau des États pour que les mesures que nous prenons au niveau des lois, ou en tout cas de certaines restrictions, soient diluées tout simplement parce que l'industrie du tabac fait dans la corruption. Parce que les États qui acceptent d'être manipulés par l'industrie, ce sont des États qui sont tout simplement mis par des intérêts peut-être personnels. Il y a des États aujourd'hui que nous savons qui, c'est l'industrie elle-même qui écrit leurs lois. Comment vous pouvez comprendre cela? Personne ne peut comprendre qu'un État responsable puisse accepter d'être traité aussi maladroitement par l'industrie du tabac. Donc, cette question est une question très importante.
à laquelle moi je convie tout le monde, je convie les peuples, les gouvernements, les dirigeants, et en tout cas si toutes les institutions agissaient ou en tout cas faisaient comme le CRES, je crois qu'on irait très loin. C'est donc encore une fois l'occasion pour moi de féliciter et de remercier le CRES et le professeur Diagne. Je vous remercie. Merci bien, professeur. Comme tout bon élève, je dois d'abord commencer par remercier le professeur Abdoulaye Diagne qui nous a formés la première année au DIA du PTCI. Je me nomme Thierno Thioune, directeur du CREA. Le CREA qui est un centre de recherche qui œuvre dans la recherche économique appliquée. Alors nous remercions le CRES à la tête duquel se trouve le professeur Abdoulaye Diagne, et qui a fini de montrer véritablement dans le cadre de ses productions scientifiques qu'il nous habitue, tout l'amour qu'il a pour la science économique notamment, mais pour toutes les sciences. En témoigne aujourd'hui, comme vient de l'appeler M. Agbodi, cet ouvrage Agbodian, cet ouvrage de qualité qui vient à point nommé, qui vient dans un contexte qui relativement montre que la production de scientifiques de qualité permet aux décideurs d'avoir une action beaucoup plus éclairée. Donc nous remercions véritablement le professeur Diagne et le CRES de convier le CREA dans cette importante cérémonie de présentation de cet ouvrage dont le titre reste très évocateur et révélateur, que nous n'avons pas encore lu, j'avoue, mais le titre déjà donne un peu envie de découvrir, puisque quand on parle de données probantes, il y a des maîtres mots qui se bousculent dans la tête. On parle d'efficacité, d'évaluation, mais aussi de promotion d'une science. Parce que vous notez avec moi que depuis un certain temps, il y a une certaine fausse information, les fake news. Donc les données probantes permettent aux chercheurs et au monde de la recherche d'avoir beaucoup plus, dans leurs activités de recherche, beaucoup plus de résultats acceptés par la communauté. Donc à mon sens, l'ouvrage pose véritablement 4 enjeux épistémologiques fondamentaux. Déjà, la science, à l'état pur, elle se caractérisait de l'observation. Maintenant, avec la nature des données, ça nous permet de passer de la science à la méthode. C'est-à-dire, ça nous permet aujourd'hui d'opposer la science et la méthode. Quelle méthode permet de régler à quelle question de la science? Et véritablement, donc, ce titre d'ouvrage est très important dans ce cadre. Mais deuxième aussi élément épistémologique fondamental, c'est ce qu'on appelle la rigueur scientifique. Vous savez, nos amis et parents économètres, depuis un certain temps, avec les méthodologies même les plus poussées, il y a toujours des erreurs. Les techniques d'estimation, il y a des erreurs qui sont assez, peut-être moindres quelquefois, mais qui demeurent. Maintenant, avec l'utilisation des données probantes, on permet, le chercheur va véritablement permettre à l'État, aux décideurs véritablement et aux organismes de pouvoir fonder leurs actions sur des décisions beaucoup plus... leurs actions et leurs décisions sur des informations beaucoup plus réelles, beaucoup plus détaillées. C'est pourquoi donc, je milite un peu à la suite de Dr Ba, que récemment avec ce qu'on a vécu qui est la pandémie, je crois que le CRES, et peut-être là le CREA se propose, peut-être de penser à un ouvrage sur véritablement les données probantes sur la santé, l'application dans les politiques de santé, puisque aujourd'hui la pandémie a révélé un peu comment, puisque c'est nouveau et on n'avait pas d'informations, avec la pandémie nous avons maintenant des informations
détaillée, fournie, statistiquement bien fournie, de réfléchir véritablement sur un ouvrage qui pourrait faire l'objet d'une application des données probantes dans la santé. Voilà, monsieur le professeur, chère assistance, merci beaucoup. Professeur Choul, je vous remercie pour ces paroles gentilles à notre endroit et je note la proposition que vous avez faite qu'on travaille sur les questions de santé en essayant de mobiliser les données les plus solides, les informations les plus solides sur lesquelles, par exemple, le gouvernement du Sénégal pourrait se fonder pour revoir certaines politiques ou bien pour introduire de nouvelles politiques. Je pense que la Covid et ses conséquences donnent un prétexte très indiqué pour ce genre d'activité. Au CRES, nous travaillons effectivement sur les impacts de la Covid. Nous travaillons aussi sur les questions de santé. Ce que nous faisons sur le tabac s'inscrit dans le cadre de notre programme santé, qui est principalement axé sur les maladies non transmissibles, les facteurs qui contribuent au développement de ce type de maladie. Le tabac est un de ces facteurs, mais vous avez d'autres, comme par exemple les systèmes alimentaires qui constituent actuellement aussi des domaines de recherche du CRES, mais il y a d'autres dimensions de la santé qui mériteraient aussi d'être abordées. Par exemple, actuellement, nous travaillons un peu sur les questions de l'accès aux soins chirurgicaux. Je pense qu'on insiste moins sur, Dr Ba va me corriger si je me trompe, nous avons des programmes qui concernent des épidémies, qui concernent par exemple le paludisme, qui concernent d'autres types de vecteurs de maladies. Bien sûr, il y a la Covid, mais l'accès aux soins chirurgicaux, je pense que c'est un aspect qui n'est pas souvent mis en exergue et je crois que c'est une question qui mérite une réflexion. C'est juste quelques exemples pour montrer que c'est intéressant qu'il y ait beaucoup d'efforts qui sont déployés par les acteurs du secteur de la santé, par les chercheurs, pour là aussi arriver à avoir des données solides qui contribuent à l'amélioration des politiques de santé dans ce pays. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière... allez-y, c'est... Non. Juste les Africains. Il n'y a pas trop de bailleurs, c'est magnifique, c'est très bien. Et je suis vraiment content d'être là et merci beaucoup pour l'invitation. Les sujets, en fait, et l'objet de ces livres et de ces publications stimulent beaucoup de conversations. Justement, les professeurs qui venaient de discuter, venaient de présenter, de faire son exposé, nous a rappelé qu'en temps de Covid, il y avait beaucoup de fausses informations. Donc, c'est encourageant, d'un côté, de voir qu'il y a une offre, un ouvrage qui nous parle de l'utilisation des données probantes. De l'autre côté, je vois beaucoup d'étudiants. On étudie beaucoup comment les évidences, comme on le dit en anglais, peuvent influencer les politiques. Mais on sait très bien comment l'esprit partisan du système politique, ou les intérêts des uns et des autres, parfois rendent nos évidences très, comme on dit en anglais, inconvenient, pas trop pratiques.
Et donc, on utilise, on bénéficie des évidences autant qu'on puisse, on le souhaite. Mais parfois, on les néglige, on les cache sous les paillassons. Donc, j'espère qu'un livre comme celui qu'on est aussi en train dont on est en train de discuter et de saluer énormément, puisse d'un côté nous encourager, mais de l'autre côté de ne nous pas faire oublier effectivement que la réalité out there, au dehors, malheureusement, c'est pas si clair et si facile et si linéaire. Et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants ici. Et je crois que d'un point de vue de renforcement des capacités, moi je parle toujours de la différence entre la recherche et l'évaluation qui parfois n'est pas très comprise. Mais là, je vois qu'il y a des chercheurs, probablement, qui se considèrent comme des chercheurs appliqués. Donc, à la recherche pure, je ne sais pas si ça existe toujours. Parce qu'aujourd'hui, la recherche pure, c'est très bien. On peut la faire à l'université, mais il y a toujours le besoin de l'utiliser. Il y a quelqu'un qui finance la recherche. Donc, il y a toujours une utilisation envisagée. Mais probablement, en lisant les contributions des différents auteurs, ce que je trouve intéressant et stimulant en même temps, les besoins pour nous tous, ceux qui collectent les données et qui les disséminent, de créer un pont un peu plus direct avec les preneurs de décision. Combien de fois, moi, maintenant que je travaille à l'UNICEF, au bureau régional, je me retrouve à me rapporter, à relationner avec des contractants, donc des consultants, même des profs de l'université, qui se présentent avec les données probantes, mais qui, dans la recherche obstinée de la vérité, ou de se rapprocher autant que possible de la vérité, et ne donnent pas vraiment de l'espace à ceux qui, ces mêmes données, devront les utiliser à un certain moment. Parce que eux, ils sont ceux qui doivent être distants et rester distants. Et c'est la distance qui leur donne, on leur confère la légitimité dont ils sont si fiers. Et pour moi, aujourd'hui, en 2022, cette distance, pourvu qu'on puisse quand même garder et défendre l'indépendance et l'autonomie des pensées des gens qui font les évaluations et les recherches, doit être un peu plus réduite si on veut vraiment, surtout dans un moment où les fausses news et les intérêts politiques des uns et des autres qui prévaricent toujours dans la réalité de tous les jours, je crois qu'il faut un ajustement de pensée. Et je crois que si on ne change pas à partir de la nouvelle génération, on n'aura pas trop de changements, surtout que les dinosaures de la recherche et de l'évaluation, ils ont été déjà formatés pendant 30 ans. Et donc, pour eux, la distance, c'est sacré. Et c'est la distance qui leur donne la valeur de leur boulot et de leur travail. Qui, à mon avis, en tant qu'utilisateur de données, je faisais partie, dans ma vie passée, de la catégorie des gens qui produisaient les données. Maintenant, je me retrouve de l'autre côté. Et je vois comment, moi, déjà, dans ma carrière passée, j'avais commencé à comprendre, mais pas tout à fait entièrement, comment cette recherche continue de la proximité avec les gens qu'on étudie, qu'on recherche, on évalue, est extrêmement important justement pour arriver à l'utilisation. Donc juste une petite modeste contribution, mais encore une fois, merci beaucoup au CRES, au professeur Diagne, aussi bien évidemment à Edoué, désolé pour la prononciation en fait des noms des familles sénégalais, et aussi grâce aussi à Yann qui m'a envoyé l'invitation il y a quelques jours pour être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, je me présente, je suis Michel Ouedraogo, spécialiste en suivi et évaluation au niveau du CLIER avec le docteur Edoué ici présent. Alors, nous voulons saisir l'occasion vraiment pour saluer cette belle initiative qui permet éventuellement de pouvoir promouvoir l'utilisation des données probantes dans les politiques publiques en Afrique. Et je voudrais juste saisir l'occasion pour dire que nous organisons la semaine locale de l'évaluation, qui est une semaine qui promeut l'évaluation à travers le monde entier. Et le CLIER est le porteur de ce projet éventuellement au niveau de l'espace francophone en Afrique. Et nous voulons inviter les acteurs présents, aussi les auteurs et les co-auteurs, à saisir cet espace-là qui est la semaine locale de l'évaluation pour promouvoir éventuellement les produits de connaissances qui sont faits ici et toute autre initiative allant dans le cadre de la promotion, de l'évaluation et de l'utilisation des données probantes dans les politiques publiques. Donc je serai disponible à la fin de la cérémonie pour ceux qui sont intéressés à vous donner plus d'informations. Merci. Bon, je me présente, je suis Yaïfa Gefal, je suis juriste de formation et chargée de suivi et d'évaluation.
Je suis aussi la chargée de communication de l'Association sénégalaise d'évaluation. Et j'ai remarqué que je suis la seule femme qui ait pris la parole jusqu'à présent. Et je me dis que peut-être qu'elles sont dans la même condition que moi, qui n'est pas encore pris connaissance du livre, de ce qui se dit dans le livre. Bon, je remercie les organisateurs aussi. Je remercie la CRES et le CRES et l'Harmattan. C'était surtout pour dire que ce n'est pas la première fois que j'assiste à une activité qui est organisée par CRES. Vraiment, la première fois, c'était lors je ne me rappelle plus de l'intitulé de l'activité, mais il s'agissait d'études sur les violences en temps de Covid avec le ministère de la Femme. Je pense que bon, c'était ça. Bon, j'avais vraiment apprécié. Il y avait M. Dramani. Donc, c'était juste pour parler un peu des données. Vraiment, l'utilisation des données probantes dans les politiques publiques, c'est important, mais c'est aussi important dans le secteur privé, surtout pour les OSC, surtout pour les associations féminines qui travaillent sur les droits des femmes. Donc, je ne sais pas, nous trouvons beaucoup de difficultés effectivement à avoir des données probantes parce qu'il y a plusieurs organisations qui travaillent déjà dans ce domaine et il n'y a pas vraiment une synergie et les données sont un peu produites de façon désordonnée, je vais dire, et puis il n'y a pas à vrai dire un contrôle. Donc en ce qui concerne souvent les violences basées sur le genre, parfois on nous sort des données dont on ne peut pas forcément se prévaloir. Nous, au niveau de l'Association des juristes sénégalaises, nous avons des boutiques de droit et nous travaillons à travers une plateforme en ligne. Maintenant, ça fait depuis quelques mois qui nous permet d'avoir des données qui sont, on va dire, entre guillemets, probantes, parce que ce n'est pas le bureau principal qui saisit les données, mais les données sont saisies au niveau des boutiques de droit par les équipes qui coordonnent les consultations juridiques. Donc, je voulais apporter cette petite intervention. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je suis Amos Ménard, je suis du CLIER également. Et je voudrais dire le grand intérêt que j'ai à être associé à cette activité de lancement de l'ouvrage. Comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé à ce micro, je n'ai pas moi-même encore lu le livre, mais après avoir écouté les différentes interventions, je peux dire que mon intérêt est piqué et j'espère pouvoir partir de ce lieu avec une copie qui me permettra de pouvoir effectivement lire le livre et découvrir le livre dans toute sa richesse. Alors la problématique de l'utilisation des données probantes dans les politiques publiques, la pertinence de ce thème ne fait plus vraiment débat. Les différents intervenants l'ont mentionné. D'ailleurs, c'est une thématique qui intéresse CLIER depuis un certain temps. L'année dernière, nous avons organisé une conférence régionale en évaluation d'impact, dont l'un des panels était justement consacré à cette thématique, celle de l'utilisation des données probantes dans la prise de décision. Et quelques-unes des problématiques qui ont émergé justement de ce panel, c'est la question de la disponibilité des données, c'est la question de la qualité des données, c'est la question de la capacité des acteurs à les produire justement. Et pour les quelques décideurs qui ont participé à ce panel, c'est justement le pont dont un de mes prédécesseurs parlait tout à l'heure, le pont qu'il faut établir justement entre les quelques rares structures qui arrivent à produire des données de qualité et les décideurs qui sont appelés justement à les utiliser pour la prise de décision. Et à lire le thème, je n'ai aucun doute que l'ouvrage aborde cela. J'aurais loisir à le découvrir, mais s'il m'était permis peut-être de poser une question
ce serait peut-être d'interroger le CRES qui a l'habitude justement de travailler sur ces questions, de produire justement des données. On a eu un témoignage d'un collègue tout à l'heure qui a mentionné justement les belles choses que le CRES fait sur ces questions. C'est vraiment de vous entendre sur ces défis-là qui semblent être des défis partagés en tout cas dans la sous-région. Quelle est votre lecture pour vous qui travaillez justement sur ces questions de production de données probantes et de sa mise à la disposition des décideurs pour que cela puisse effectivement contribuer à la prise de décision. Donc voilà ce que je voudrais dire. Je vais terminer en félicitant les auteurs de cet ouvrage, M. Yann Goldman et son équipe, et dire ici combien cela ne surprend pas la qualité de l'ouvrage que tout le monde a salué, le connaissant et connaissant son expérience dans ce domaine. Merci. Bonjour à tous. Je me présente Abdoulaye Sy, je travaille avec le bureau d'évaluation de la FAO, mais je m'exprime ici en tant que Sénégalais et Africain. Donc je souhaiterais vous remercier pour cette présentation très instructive et votre contribution notamment. Donc ma question est relative aux éléments de Big Data. Donc comme vous pouvez le savoir, nous vivons dans un contexte international de Big Data où des algorithmes facilitent la prise de décision, que ce soit dans le monde business ou dans le monde de la sécurité. Dans quelle mesure pensez-vous que l'Afrique peut se positionner pour bénéficier de ces éléments de prise de décision? Et dans quelle mesure pensez-vous que l'Afrique aussi peut éventuellement créer des data centers pour faciliter ces éléments-là? Merci. La disponibilité, la qualité des données et la capacité à les produire, je pense que c'est un défi permanent. Et pour relever ce défi, ceux qui sont actifs dans l'évaluation, notamment les chercheurs, ceux qui sont du côté de la prise de décision, doivent travailler ensemble. Il y a aussi, bien sûr, les instituts de statistiques qui collectent aussi beaucoup de données. Je pense que tous ces acteurs devraient joindre leurs efforts. Vous avez aussi les partenaires techniques et financiers de nos pays qui interviennent dans des projets, des programmes bien précis. Et je crois que si les efforts sont coordonnés, on peut disposer d'informations solides, non pas à la fin, par exemple, d'un programme, d'un projet, mais dès le début, on peut intégrer une composante évaluation qui permettra de mettre en place le dispositif qui accompagnera tout le processus de mise en œuvre, et à la fin, on aura des données fiables qui permettraient d'évaluer de façon rigoureuse les effets, les impacts du programme. Cela nécessite évidemment beaucoup d'interaction, que les chercheurs aillent vers les décideurs, que les décideurs aussi s'ouvrent aux chercheurs. Je pense que c'est le seul moyen d'y arriver. Pour ce qui concerne maintenant les big data, c'est un domaine en pleine expansion. Je crois que la priorité, c'est d'amener peut-être les décideurs à prendre conscience des enjeux que représentent ces masses énormes d'informations qui, bien exploitées, permettent de tirer d'obtenir des idées, des connaissances qui pourront fonder des actions publiques qui sont menées, mais aussi des actions privées. Maintenant, la problématique, c'est comment amener les décideurs
mettre davantage l'accent sur ce type de données, la façon de collecter ces données, la façon de stocker ces données, la nouvelle réglementation à mettre en place pour que ces données puissent être disponibles dans le pays. Je pense qu'il y a tout un champ de réflexion qui requiert la contribution de beaucoup d'acteurs. C'est vraiment... Et au plan aussi de l'enseignement aussi, il y a maintenant des programmes qui sont en place ou qu'on peut mettre en place pour former une masse critique de compétences dans le domaine. Là aussi, c'est une condition préalable à une bonne utilisation de ce type de données. Ok. Voilà, si vous pouvez compléter. Oui, sur la première question de la qualité, de la disponibilité des données, c'est un des éléments qui nécessite la lecture de l'ouvrage parce que l'ouvrage, sur la base de l'expérience des centres CLEAR, a proposé une solution en disant qu'il faut pour cela avoir un dispositif structurel, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir structurer tout ça, de la génération des données jusqu'à leur utilisation. Il est important qu'à un moment donné, qu'on puisse structurer tout ça si on veut avoir des données fiables, des données accessibles, des données utilisables. Et au niveau des centres CLEAR, c'est quelque chose que nous faisons dans le cadre de l'évaluation. Donc quand nous parlons par exemple de systèmes nationaux d'évaluation, en fait c'est tout un ensemble d'activités d'accompagnement des acteurs, des parties prenantes au sein d'un pays pour voir comment est-ce qu'on peut les amener à structurer la production des données, leur traitement, leur analyse et l'utilisation pour accompagner les politiques nationales. Par exemple, quand vous prenez, on fait des diagnostics des capacités des ministères pour identifier leur capacité à produire des données, par exemple des données de routine. Effectivement, en 2020, on a fait ce diagnostic à Madagascar. Si dans un ministère où la production des données est manuelle, il est évident qu'il y a un problème de qualité de ces données à la sortie. Lorsqu'il n'y a pas de dispositif informatique de transmission de ces données, il y a un problème de qualité de ces données à la fin. Lorsqu'il n'y a pas les compétences ou la motivation nécessaire pour produire ces données régulièrement, il y a un problème d'accessibilité de ces données. Donc la réflexion doit être à la fois individuelle mais aussi globale pour créer ces incentives, créer les mécanismes de transmission, créer les mécanismes de production de ces données, structurer tout ça autour de priorités nationales pour que les données puissent être disponibles, accessibles, et ça comprend des mesures comme des mesures réglementaires, comme ce que le professeur a mentionné tout à l'heure. Donc, l'ouvrage donne quelques pistes de réflexion sur cette question et je vous invite vraiment à les lire parce que ça donne des éléments très intéressants. Maintenant, sur la question des blockchains et des data centers, il faut rappeler que nos gouvernements font des efforts dans ce sens. Je crois au Sénégal, on a déjà un data center qui a été inauguré par le président Macky Sall. Au Togo, on a un data center. Au Rwanda, on a un data center. Donc, il y a une tendance de nos pays à s'approprier la question de la production et de la gestion de leurs données. Il faut pouvoir les encourager dans ce sens-là. Et, comme l'a dit le professeur, créer aussi des mécanismes de renforcement des capacités qui permettent d'utiliser ces données-là. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur, quelques mots pour terminer. Merci, professeur. Je crois que beaucoup de choses ont été déjà dites, donc je ne vais pas être long. Tout ce qui a été dit témoigne de l'utilité de l'ouvrage.
et de l'intérêt à pouvoir se le procurer et à le lire avec intérêt. Alors, on a dit ici que l'ouvrage vient à point nommé parce que ça s'intègre dans un contexte où tout le monde est d'accord qu'il faut aujourd'hui avoir des données et utiliser ces données-là dans les politiques publiques. Ça concerne à la fois les préoccupations au niveau sectoriel, des questions de santé, des questions environnementales, des questions d'éducation, les questions liées à la pandémie ou aux politiques post-pandémie, mais aussi ça touche à la réflexion même sur les paradigmes de développement que nous voulons adopter pour notre pays. Donc, rien que pour ces besoins, l'ouvrage est d'une utilité importante. L'ouvrage présente aussi beaucoup de cas, des exemples concrets. On a mentionné ici le cas du tabac, mais il y en a d'autres très intéressants. Il y a par exemple une comparaison très intéressante entre le Rwanda et l'Afrique du Sud au niveau de leur capacité économique, mais aussi au niveau du traitement de la question du VIH-Sida, qui est un cas très intéressant à découvrir aussi dans l'ouvrage. Et il y en a d'autres. Donc, en matière de la qualité et de la diversité des exemples proposés, l'ouvrage présente une pertinence avérée. L'ouvrage nous amène aussi à une réflexion sur la complexité de la décision politique. Comme cela a été dit tout à l'heure par Michele, la décision politique n'est pas facile à prendre et il y a souvent un décalage entre l'existence des données et leur utilisation dans la prise de décision. Et cela requiert justement un ajustement de la pensée au niveau du scientifique qui doit comprendre qu'il a besoin de servir la communauté, donc il a besoin de produire des données pour la prise de décision et adopter l'attitude qu'il faut pour mettre à disposition ces données. Mais il y a aussi un ajustement nécessaire de la pensée au niveau du décideur qui doit comprendre qu'il a besoin de ces données s'il ne veut pas faire des erreurs et s'il veut être efficace dans la mise en œuvre des politiques. Donc l'ouvrage nous amène aussi sur cette réflexion et plus important encore, l'ouvrage nous donne des pistes de réflexion sur comment nous pouvons aider à la fois le scientifique et le décideur, même si ça a été précisé par les auteurs que la cible privilégiée de l'ouvrage, ce sont les décideurs. L'ouvrage donne quand même des pistes de réflexion sur comment est-ce qu'on peut amener justement à cette prise de décision. Et comme le disait Yann lui-même dans sa présentation, il faut une facilitation active. Parce que la production et la mise à disposition de données de manière passive ne servent pas à grand-chose. Donc il faut de l'action, il faut une attitude consciente de l'évaluateur, du chercheur, de tous les producteurs de données, une attitude consciente de la nécessité de mettre à disposition des données qui sont utilisables, facilement compréhensibles par le décideur, pour qu'il puisse l'utiliser dans la prise de décision. Maintenant, l'ouvrage présente l'intérêt autour de tous ces éléments, mais il y a aussi une réflexion que je pense il est utile à mettre en avant ici. C'est la question de savoir est-ce que finalement la recherche doit être orientée exclusivement vers l'action. On est dans le paradigme du New Public Management où on finance des chercheurs de la recherche pour que ça soit utile pour la communauté. Mais est-ce que cette manière de travailler sur la science ne finit pas par tuer la science? Est-ce qu'il ne faut pas aussi laisser toujours une marge de manœuvre pour la science fondamentale pour que les chercheurs puissent penser juste pour l'utilité de penser et non pas pour l'utilité d'utiliser les résultats de leur pensée? Donc c'est une réflexion que l'ouvrage amène aussi à faire. Et je nous invite à un autre ouvrage qui a été publié récemment par Felwine Sarr et André Gilles de l'AFD sur cette question-là
de la science, de la réflexion fondamentale, la réflexion non utile, de l'importance de la réflexion non utile dans nos sociétés. Voilà en gros ce que m'inspire cet ouvrage et je pense qu'en le lisant, vous allez en tirer davantage que moi. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, je voulais juste remercier tous et toutes. Remercier l'Harmattan pour l'accueil, mais aussi tout ce que l'Harmattan a fait pour la promotion de l'ouvrage. Remercier chez le directeur de CLIE francophone. Remercier le professeur Ian Goldman et son équipe pour le travail remarquable qui a été abattu. On a vu le nombre de co-auteurs, 39. On a vu que ces co-auteurs viennent des quatre coins de l'Afrique, si je puis dire, de l'Afrique subsaharienne. Cela montre l'étendue des efforts de coordination déployés par le professeur Goldman. Je voudrais vous exhorter à lire l'ouvrage, comme le directeur de CLIE Afrique vient de le faire, exhorter à lire l'ouvrage et aussi tout ce qui tourne autour. Je crois que la diversité des expériences étudiées est déjà un enrichissement et il y a beaucoup de questions qu'on a soulevées sur l'utilisation des données probantes, sur leur disponibilité, sur les obstacles, mais aussi sur les opportunités qui se présentent pour que ces données puissent influencer la prise de décision. Je crois que sur toutes ces questions, on a dans ce livre des expériences, des enseignements qui méritent d'être connus. Et nous vous exhortons donc à vous procurer le livre. C'est sur Internet, mais monsieur le directeur de l'Harmattan peut distribuer quelques exemplaires à ceux qui sont présents. Monsieur le directeur, vous pouvez